tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire Alternance par DOD. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une initiative portée par notre secrétaire d'État aux personnes handicapées et c'est une action que nous conduisons de manière partenariale avec nos collègues du FIPHFP, de Pôle emploi, de Cap emploi. Donc, la séquence qu'on va vous présenter ce soir, elle va s'articuler finalement autour de 2 temps. Le premier, la GFIP et le FIP, pour ne pas dire moi-même et Jacques de Pesquidou, nous allons vous présenter les dispositions qui sont prévues pour faciliter la conclusion de contrats en alternance. Et puis, nous aurons la chance d'avoir 2 témoignages complémentaires pour vous donner un peu de la théorie à la pratique de la part d'Emmanuel et de Frédéric. Je vous propose juste en introduction un rapide tour de table pour qu'on puisse se présenter. Donc, je commence puisque j'ai pris la parole. Donc, je suis Pierre Privat, directeur de la sécurisation des parcours à la GFIP. Je vous laisse la parole, Jacques. Donc, bonjour à tous, Jacques de Pesquidou. Donc, je suis directeur territorial du FIPHFP pour la Normandie et donc associé à Pierre Privat pour cette présentation. Emmanuel, je vous en prie. Oui. Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Charlot-Mansuy. Je suis chef de projet RSE pour l'entreprise SAIPEM SA et je suis également référente handicap et diversité pour cette société qui travaille dans le secteur industriel de l'énergie. Bonjour, je suis Frédéric Lacaze, je suis le chargé de mission handicap à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole depuis juin 2015. Donc, je vous propose sans plus attendre de commencer notre présentation, sachant que bien évidemment, à l'issue, un temps sera consacré pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, je vais rappeler quelque chose qui est sans aucun doute une évidence pour vous, mais pour vous dire que finalement, l'alternance nous apparaît une voie qui est fortement privilégiée pour les personnes en situation de handicap et pour les employeurs. Alors, pour les employeurs, c'est évidemment une excellente solution pour répondre à des problèmes de sourcing, y compris de personnes en situation de handicap s'il s'agit d'un employeur qui souhaite avoir une politique un peu ciblée en la matière. Je pense qu'Emmanuel vous illustrera un peu cette dimension-là. Et puis, c'est aussi l'occasion de bénéficier finalement de contrats qui peuvent, vous le verrez, dont le coût du travail est finalement peu onéreux dans l'état actuel des choses. Et puis, pour l'alternant, évidemment, ça a tout le charme de l'obtention d'une certification tout en ayant une expérience professionnelle et une rémunération associée. Donc, c'est une bonne incarnation du gagnant-gagnant. À ce stade-là, juste un petit point pour ne plus y revenir, pour vous rappeler que les contrats de professionnalisation et même les contrats d'apprentissage, notamment les contrats d'apprentissage, sont ouverts à toutes les personnes en situation de handicap sans limite d'âge. Ça nous semblait important de le dire dès le préambule. Je propose de passer à la slide suivante. Alors, ce qu'on va chercher avec Jacques à vous montrer dans cette séquence, c'est finalement ce que nos maisons respectives ont prévu pour des employeurs, qu'ils soient privés ou publics, pour faciliter la vie des employeurs dans la conclusion de ces contrats. Ce qu'on va voir, c'est que finalement, on a 2 grandes typologies d'intervention. La première, finalement, c'est vous faciliter la vie des entreprises pour conclure des nouveaux contrats d'apprentissage. Donc ça va s'incarner par quelque chose qu'on ne va pas forcément développer aujourd'hui, mais on travaille sur des dispositifs préparatoires à l'alternance afin de permettre justement l'accès du public à ce genre de solutions. On a évidemment des actions de sourcing des candidats, et en ce titre-là, on a un travail collaboratif important avec nos collègues de Pôle emploi, de Cap emploi, mais également des missions locales. Et puis, point un peu plus spécifique à nos maisons, on développe un certain nombre d'aides incitatives à la conclusion de ces contrats. Nous allons y revenir plus en détail. Et puis, le deuxième point de notre action des 2 fonds, c'est bien de pouvoir sécuriser le parcours des alternants handicapés. Alors, évidemment, premier point, il faut rappeler que toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas nécessairement besoin de compensation ou de besoins complémentaires. Donc, il y a un certain nombre
de personnes handicapées qui peuvent rentrer dans les formations sans aucune adaptation spécifique. Néanmoins, pour certaines situations, on sait que ça peut être nécessaire. Et donc là, on a l'intention de vous présenter en fait ce qu'on est capable de faire et donc vous assurer qu'on a les moyens d'accompagner, de compenser le handicap, d'évaluer les besoins et finalement de faire le nécessaire pour que ce contrat en alternance soit un parfait succès. Voilà un petit peu en mode de préambule et je vous propose de passer directement au nerf de la guerre. Alors, premier nerf, c'est celui que je qualifierais d'un peu financier pour être un peu réducteur. Et je passe de ce pas la parole à Jacques. Merci Pierre. Alors, nous allons commencer par les aides de droit, je dirais, donc les aides de l'État pour l'embauche d'apprentis dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc, pour cette année 2021, l'État a décidé d'une aide exceptionnelle destinée à couvrir 80 à 100% du salaire d'un apprenti de moins de 26 ans la première année, donc 5 000 € pour les apprentis mineurs et 8 000 pour les apprentis majeurs, dès lors qu'ils préparent un diplôme de niveau master ou inférieur, et surtout dès lors que le contrat est conclu avant le 31 décembre 2021, donc depuis 1er juillet 2020, mais avant le 31 décembre. L'aide est valable pour les jeunes en apprentissage, mais également en contrat de professionnalisation. Financièrement parlant, pour un apprenti de moins de 21 ans, son salaire est intégralement financé et jusqu'à 25 ans, révolu, 26 ans, donc le reste à charge est d'environ 150 €. Ceci, c'est pour 2021. Donc, plus en détail, cette aide vise prioritairement les employeurs et les entreprises de moins de 250 salariés, puisque il est fréquent d'entendre que les petites entreprises et les employeurs donc, de relativement faible taille sont moins portés sur l'apprentissage. Donc moins de 250 agents ou salariés, et au-delà de 250 si l'employeur s'engage à atteindre un seuil de contrat d'alternance qui est fixé par décret, donc qui est d'environ 5%, voir le décret pour plus de précision. Voilà. En bas, vous avez la précision importante que ces aides concernent également les contrats de professionnalisation et le tout jusqu'à 29 ans révolus pour cette année 2021. Et l'année prochaine, nous reviendrons à l'aide qui a été mise en place en 2019, qui est donc dite aide unique, qui vise également donc les employeurs de moins de 250 salariés, avec un montant que vous voyez affiché, donc 4 125 € pour la première année, 2 000 pour la deuxième et 1 200 pour la troisième année. Donc là, on parle bien des aides de l'État pour tout type d'apprenti ou de contrat de professionnalisation, situation de handicap ou pas. Pour ce qui concerne les apprentis et jeunes en contrat de pro en situation de handicap, le FIP et la GFIP ont prévu des aides. Donc, vous avez, pour ce qui concerne le FIP, une prise en charge de 80% de la rémunération brute de l'apprenti. Je rappelle que dans le secteur public, on n'a pas de contrat de professionnalisation. Donc, je ne vais parler que d'apprenti pour le FIP. Plus des frais de formation pris en charge donc auprès du CFA ou de l'organisme de formation jusqu'à 10 000 € par année sur 3 ans maximum, et également donc sur demande de l'employeur, puisque toutes les aides du FIP passent par l'employeur, sur demande de l'employeur, donc j'incite les employeurs à le faire bien entendu, une prime forfaitaire de 1 525 € pour financer par exemple un trousseau professionnel, un permis de conduire ou d'autres
d'autres besoins de l'apprenti. Et enfin, en cas d'insertion à l'issue du contrat d'apprentissage, je rappelle que nous militons tous pour que les contrats d'apprentissage soient pérennisés au maximum, donc une aide de 1 600 € à l'issue de ce contrat pour l'employeur. Pour la GFIP, donc, nous avons là une majoration de l'aide au contrat d'apprentissage qui est dans une philosophie proche de celle du FIPHFP. Donc, aide accordée pour la signature d'un nouveau contrat d'un montant maximum de 4 000 €. Et là, on parle de l'aide qui s'applique jusqu'à la fin de cette année, proratisée donc en fonction d'un contrat de travail à compter du 6e mois. Et de manière plus générale pour les alternants, vous voyez que la GFIP propose 1 500 € pour un alternant moins 40 ans, 2 000 pour un alternant entre 40 et 50 ans et 3 000 pour un alternant âgé de plus de 50 ans. Donc, prime à l'ouverture de ces contrats de professionnalisation aux personnes déjà expérimentées et qui ont déjà une vie professionnelle avant ce contrat. Alors, juste avant d'attaquer le focus sur votre dimension, je vais juste me permettre une synthèse. Hein. Vous l'aurez compris, il y a effectivement deux dispositions, des dispositions spécifiques privées et publiques. Mais juste pour préciser, comme vous voyez, le FIPHFP intervient de manière massive pour prendre en charge le coût de l'apprentissage. La GFIP intervient en complément des aides de l'État, parce que c'est pour ça qu'il nous a semblé important de vous les présenter, pour vous dire que, évidemment, les aides de la GFIP, que ce soit sur les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage, sont cumulables avec les aides de l'État qui vont être présentées. Et si je voulais, là aussi, être un peu réducteur dans mon propos, je pourrais vous dire que, finalement, dans le cadre des dispositions actuelles, le coût pour un employeur d'un contrat en alternance au sens large et d'apprentissage au sens particulier est extrêmement réduit, voire quasiment nul, il faut le dire, pour l'intégration d'une personne en situation de handicap au regard des dispositions qu'on a souhaité vous présenter. Donc là, ce qu'on a cherché à mettre en exergue, hein, c'est finalement l'enjeu de l'alternance et qu'est-ce qui a été mis en œuvre, que ce soit par l'État, la GFIP ou le FIP, pour vous réduire le coût du travail. Il y a une dimension qu'il ne faut pas omettre, hein, c'est effectivement le fait que dans certains cas, il est nécessaire, au regard des conséquences du handicap, de pouvoir sécuriser le parcours des apprentis, alors pour les employeurs et évidemment pour les apprentis eux-mêmes. Donc c'est un peu ce qu'on va s'atteler à vous présenter dans cette seconde séquence. Peut-être le slide d'après ferait mon bonheur. Alors voilà, juste pour vous donner une vision très, très macro, et puis on va revenir de manière un peu plus pointilliste, mais de manière plus macro, notre action FIP-AGFIP, elle s'articule finalement autour d'aides que nous allons dispenser, destinées notamment à prendre en compte, à financer les éventuels besoins liés au handicap, c'est ce on va revenir dessus. Nous proposons également finalement des dispositifs, un accompagnement des employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Alors, il y a déjà un accompagnement qui vous est déjà proposé et qui peut vous être offert via le service public de l'emploi, que ce soit Pôle emploi ou Cap emploi, mais en complément, et la GFIP et le FIP peuvent accompagner notamment une grande entreprise pour l'aider à construire une politique de handicap qui aurait notamment le bonheur de passer par la solution alternance. Emmanuel nous illustrera tout à l'heure de manière pratico-pratique. Et puis, voilà, on a l'accompagnement, la boîte à outils, et puis on s'est aussi doté ensemble de prestations qui permettent justement de bien évaluer les besoins de compensation et de compenser directement le handicap. Donc on a mis, si vous voulez, quand la situation l'impose, et je maintiens que il ne faut pas s'en faire une représentation automatique, mais si nécessaire, on s'est déployé les moyens, ce qu'on va vous présenter dans la foulée. En passant, voilà. Alors, petit point d'incise, puisque j'ai vu en plus quelques questions passer dans le chat là-dessus.
Les périmètres de l'offre, on va vous présenter. Alors, juste pour vous rappeler que finalement… Oui. Je ne sais pas si on entend Pierre Privat, donc je vais Oui. me permettre de prendre le relais. Vous ne m'entendez pas? Si, on t'entend, Pierre. Ah, d'accord. Non, a Ça y priori. est. Okay. Excusez-moi, j'ai dû avoir une coupure de faisceau liée à mon isolement dans une cabane en télétravail. Donc, tout ça pour vous dire que, juste très rapidement, juste pour vous dire que tout ce qui relève de l'AGFIP s'adresse à l'ensemble des employeurs de droit privé au sens large. Donc, on intègre là-dedans, évidemment, les entreprises et le monde associatif, mais juste pour vous dire que ça concerne également les entreprises signataires d'un accord agréé de branche ou de groupe qui ont atteint un taux d'emploi de 6%, également les entreprises adaptées et les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, et on va juste, vous voyez, jusqu'aux services civiques et aux indépendants, bien évidemment. Donc, ça, c'était ce qu'on voulait dire, c'est qu'on a un périmètre d'intervention qui couvre véritablement tout le secteur, avec un petit point d'attention, mais qui concerne des situations particulières, qui sont les entreprises qui ont un accord d'entreprise ou de branche et qui n'ont pas encore atteint le taux d'emploi de 6%, où là, c'est plus l'offre de service Pôle emploi, Cap emploi et certaines dispositions qui s'appliquent, que je vous épargne sur le moment. Peut-être juste un petit focus sur le périmètre de l'offre du FIPHFP. Slide suivant. Jacques, je te laisse peut-être la main tu le feras mieux que moi. Merci. Donc, l'apprenti en situation de handicap doit bien sûr être bénéficiaire de l'obligation d'emploi, selon les modalités que vous voyez sur la diapositive. Si le jeune ou l'apprenti n'a pas encore son titre de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, s'il est en mesure de justifier d'un dépôt de dossier qu'il est issu d'une structure spécialisée type IME-ITEP, du milieu protégé, entreprise adaptée ESAT, ou que sa famille percevait une allocation enfant handicapé, eh bien, il peut bénéficier des aides du FIP. Une précision, l'apprenti est pris en compte au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi chez l'employeur, mais pas dans le calcul d'assujettissement. Donc ça, c'est un peu de la technique. Et enfin, la loi de 2019, du 6 août 2019, stipule donc que pour une durée de 5 ans, donc jusqu'en 2024, un apprenti pourra être titularisé dans la fonction publique sans application, sans passer des concours, sans application d'une voie dérogatoire existante. Alors, c'est pourra, c'est-à-dire c'est pas automatique, bien sûr. L'employeur peut le titulariser s'il en a convenance et s'il a un poste à pourvoir. Et à ce moment-là, ce sera une titularisation fonction publique directe. Alors, je reprends la main juste pour vous présenter. Alors, vous vous souvenez, dans ce que je vous ai dit, il y a des prestations et des aides. Donc, dans la famille, dans le registre des prestations, ce qui nous semblait important de vous mettre en exergue, sans rentrer dans un niveau de détail que vous retrouverez sur notre site ou que pourront vous prodiguer vos différents interlocuteurs, c'est que ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que en complément de l'appui au recrutement que peuvent vous apporter Pôle emploi, le Cap emploi et les missions locales, l'AGFIP et le FIP peuvent vous aider, pour les employeurs privés et publics, à construire une politique handicap pour vous accompagner dans cette stratégie-là. Et évidemment, souvent, l'alternance est un des moyens qu'on privilégie. On y reviendra tout à l'heure. Mais vous dire ici que de temps en temps, le handicap nécessite, au regard du poste et des besoins de formation, il y a une nécessité d'intégrer cette dimension-là dans le parcours. Donc, la première étape, c'est d'être capable d'évaluer et d'identifier les besoins à couvrir. Donc là-dessus, nous avons finalement une offre assez large, puisqu'on peut aller de l'étude ergonomique classique, quand il s'agit d'adapter une situation de travail et l'environnement de travail. Donc là, on est plutôt sur des problématiques souvent motrices, mais on met à disposition aussi ce qu'on appelle dans notre jargon, et vous nous en excuserez, des prestations d'appui spécifiques, qui sont en fait la capacité que nous avons, tant pour le privé que pour le public, à mobiliser des expertises sur différents types de handicap. Vous voyez
moteur, visuel, auditif, mental, psychique, cognitif. Et donc, finalement, ces ressources-là vont nous appuyer pour évaluer les conséquences du handicap et les solutions pour compenser cet handicap-là. Et donc ça, évidemment, on en a besoin pour ensuite pouvoir le prendre en charge. C'est ce qu'on verra sur le versant aide. Et puis, on l'a signalé quand même, c'est un dispositif qui est piloté par l'État, mais avec l'appui de la GFIP et du FIP, l'emploi accompagné, qui est là dans certaines situations où il faut s'inscrire dans un accompagnement médico-social et professionnel sur le long terme. Voilà, on a aussi cette capacité de ne pas être dans le ponctuel, mais être dans le long terme quand la situation, le handicap le nécessite, ce qui est évidemment pas souvent le cas, mais cela peut arriver et on l'a aussi prévu. Donc ça, c'est un peu le registre prestation. Et puis derrière, ce que je vais essayer d'illustrer dès qu'on sera passé sur la slide suivante, c'est finalement ce que nous mettons un peu comme aide que nous avons pour gérer la situation. Donc on va y passer, je vais y passer un peu succinctement, hein, mais voilà, que vous sachiez que dès la période d'accueil, au moment où vous intégrez votre apprenti ou votre alternant handicapé, on peut mobiliser une aide, ce qu'on appelle nous une aide à l'accueil et à l'intégration, c'est-à-dire finalement la capacité pour la GFIP de prendre en charge les surcoûts éventuels qui pourraient être liés à la nécessité d'investir sur la sensibilisation du collectif de travail pour prendre en charge éventuellement un tutorat renforcé. Donc voilà, on a cette capacité d'accompagner, alors de l'accompagner avec nos prestataires spécialisés si besoin, mais d'accompagner même financièrement le surinvestissement, si surinvestissement il doit y avoir de la part de l'employeur. C'est ce que cherche à couvrir cette aide, au même titre que, on va passer à la slide suivante, finalement, je vais laisser Jacques le présenter, mais on a l'équivalent, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, dans la version fonction publique. Jacques, je te laisse peut-être le présenter. Oui, de manière à être complet sur le soutien à l'apprentissage, des aides ont été mises en œuvre pour la rémunération et la formation du maître d'apprentissage, puisqu'on sait que ça peut être une difficulté pour l'employeur que de solliciter, de trouver, de mobiliser un maître d'apprentissage qui va non seulement avoir du temps à consacrer à l'accompagnement de l'apprenti, mais également éventuellement une formation pour bien effectuer cet accompagnement. Donc, des frais de formation peuvent être pris en charge dans la limite d'un plafond de 2 000 €, mais également, donc, il y a une indemnité pour le temps en pourcentage de sa rémunération. Donc ça, finalement, c'est un peu l'équivalent de l'aide à GFIP, hein, en version, puisqu'en fait, on facilite l'intégration et l'accompagnement l'accompagnement un peu renforcé qu'on peut prodiguer à la personne en situation de handicap. Et puis, derrière, on a un certain nombre de dispositifs. Alors, une des plus classiques, hein, c'est ce que nous avons aussi bien à la GFIP qu'au FIP, c'est l'aide à l'adaptation des situations de travail. Voilà. Il peut arriver qu'il soit nécessaire d'aménager la situation de travail parce que je prends toujours un peu un cas, mais qui est un peu simpliste, mais qui parle bien, c'est voilà, si vous avez une personne déficiente visuelle, eh bien, le matériel de téléagrandissement, voire le terminal braille, évidemment, il faut en équiper votre collaborateur. Et bien évidemment, il n'appartient pas à l'entreprise de subir ce coût-là. Donc, c'est notre travail, au-delà de l'obligation légale de l'employeur, parce qu'il faut quand même que vous lui fournissiez un siège et un bureau. Au-delà de ça, quand il y a un vrai surcoût, ce surcoût a vocation à être compensé, que ce soit par la GFIP ou par le FIP-HFP. Donc, alors je parle d'adaptation, là, vous voyez, physique. Ça peut être aussi du matériel standard, hein, parce qu'il y a aussi des besoins. Si votre entreprise fonctionne avec un transpalette manuel et que vous avez une personne qui a des problèmes de lombalgie, un apprenti qui a des problèmes de lombalgie, et qu'il vous faut un matériel, un transpalette électrique, et bien là, il y a un surcoût et donc on pourra y intervenir parce que vous n'êtes pas sur le matériel standard de l'entreprise. Et ça couvre aussi des besoins en matière d'aide humaine que je ne détaille pas là, mais qui sont aussi couverts par cette disposition. Donc ça, c'est une deuxième disposition. Celle qu'on a souhaité vous mettre en avant sur la slide, voilà, pour vous dire que, et là, c'est une disposition qui est purement AGFIP parce qu'elle ne concerne pour l'instant que le secteur privé. Il y a une aide dont la terminologie est un peu
malheureuse, qui est l'aide à la reconnaissance de la lourdeur du handicap, mais qui signifie finalement que quand on ne trouve pas des moyens de compenser avec des aménagements notamment complètement le handicap de la personne, nous avons la possibilité d'accorder une aide qui vise finalement à compenser le reliquat de perte de productivité qui ne saurait être couvert par un aménagement. Donc, ça va supposer éventuellement plus d'investissement, plus d'accompagnement. Et donc, on a prévu, et c'est le législateur qui l'a prévu, parce qu'à la base, c'est une aide légale, on a prévu effectivement de pouvoir gérer aussi ces situations où on ne peut pas complètement optimiser, parce que l'enjeu, c'est que finalement, vous l'aurez bien compris, que l'alternant soit dans une position et apporte ses ressources et ses compétences au même titre que n'importe quel alternant et que n'importe quel salarié dans votre entreprise. Donc ça là, voilà, on vous l'a mis en avant. Et puis je crois qu'on en a mis en avant sur la slide suivante, qui ne passe pas. Ah si. Alors il y en a peut-être une avant, peut-être, je ne crois pas. Voilà. Une dernière incise, juste pour rester dans un caractère illustratif. Toutes ces informations-là, vous les avez de manière très détaillée sur nos sites respectifs. Mais vous dire que nos deux maisons ont su s'adapter aussi, et c'est notre métier de nous adapter aux situations et à l'environnement. Nous avons malheureusement tous subi une pandémie voilà, et c'est juste pour illustrer le fait que là, on a su à mettre en place des dispositions spécifiques parce que le contexte était spécifique dans des délais très courts. Là, par exemple, à un moment donné, il y avait un enjeu de pouvoir prendre en charge des masques inclusifs parce que vous aviez, si vous aviez un apprenti déficient auditif qui pratique la lecture labiale, évidemment, avec un masque classique, ce n'était pas très pratique. Donc, on a trouvé des solutions et donc, évidemment, on les prend en charge. Ce qui me semblait intéressant là-dedans, c'est juste vous sécuriser en disant que nos deux maisons ont pour ambition de s'adapter en continu en fonction de la réalité des besoins qui émergent. C'était surtout ça que je voulais signifier à travers cette mesure. Et puis, dernier point, et j'ai presque envie de dire pour conclure, là, vous l'aurez noté, on s'est grandement focalisé sur des aides qui sont plutôt à destination des entreprises et des employeurs, même si évidemment elles sont au bénéfice des personnes et des alternants handicapés, mais pour vous rappeler également qu'on a là aussi directement au bénéfice des personnes un certain nombre d'aides qui existent, des aides au déplacement, des aides techniques, des aides humaines, l'aide à l'acquisition de prothèses auditives. Bref, vous avez finalement, ce qu'on essaie, c'est de couvrir autant que faire se peut l'ensemble des besoins compensatoires qui pourraient émerger tant sur le versant employeur que sur le versant des personnes elles-mêmes. C'était ça que qu'on voulait traduire. Donc, juste, voilà, on n'a pas voulu être trop fastidieux, mais pour vous rappeler que toutes les informations détaillées sont bien évidemment accessibles sur nos sites respectifs et sont à votre entière disposition. Et vous saurez trouver, je n'en doute pas, le Pôle emploi, le Cap emploi, la mission locale ou votre interlocuteur FIP ou AGFIP qui saura vous guider si vous avez besoin de plus d'informations. J'espère que cette partie un peu fastidieuse n'aura pas trop, voilà, un peu plus théorique. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire à la partie pratique avec 2 témoignages. Je vous propose de commencer par Emmanuel et la société CPM. Emmanuel, je vous laisse avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup, Pierre. Ce que je voulais proposer pour commencer, c'est de vous montrer un petit film, en fait, qui présente l'entreprise Saipem, parce qu'il est difficile de parler de la sécurisation des parcours professionnels si vous n'avez aucune idée des métiers de notre entreprise. Et Saipem n'est pas très connu du grand public. Donc, je voulais qu'on commence par ce film et en fait, j'enchaînerai directement après à l'oral. Je ne sais pas si Christine m'entend. Alors, si je vous entends, par contre, je n'ai malheureusement pas accès au film. Ah mince. Ah, attendez, sinon je peux… Christine, tu veux que j'essaie de le partager? Je l'ai, moi. Oui. Parce que c'est plus parlant que les slides, finalement. Donc, je vais me servir du film. Alors, attendez, je me mets hop en position. Il faut que je charge. J'espère que ma méthode sera bonne. Si vous m'autorisez une petite seconde. Oui. Hop, je mets en pause. Voilà. Le temps que le partage d'écran ne se passe. Alors, j'espère que quelque chose sur
Donc, j'en profite pour rappeler que je suis chargée de projet RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, et référente handicap et diversité pour la société Saipem SA, qui est la filiale française du groupe Saipem. Et le film que vous allez voir vous montre l'activité du groupe Saipem, qui est une société italienne. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé, j'ai un peu de mal. Attendez, je me laisse Ça laisser moi. démarre pas. Une seconde, sinon. Les joies du direct, c'est pas grave. Exactement. Sinon, on va repasser sur les slides. Pierre, c'est à vous de voir. Si ça ne démarre pas, on va repasser sur les slides. Oui, je veux bien parce que là, D'accord, ok. je n'arrive pas à… Ok, alors donc, on va remettre les slides. D'accord. Alors donc, la société Saipem, comme je vous l'ai dit, c'est une société industrielle qui travaille dans le secteur de l'énergie. Nous sommes fournisseurs de solutions clés en main pour des clients pétroliers, gaziers et de l'énergie comme Total, Eni, Shell, Chevron et autres. Et nous fournissons donc des solutions clés en main qui ont pour objectif d'amener donc le gaz et le pétrole et l'électricité donc à des utilisateurs. Nous avons 5 divisions donc, que vous voyez à l'écran. Donc, nous travaillons aussi bien en terrestre qu'en offshore dans tous les segments donc, du secteur de l'énergie. C'est un groupe qui fait 32 000 collaborateurs, donc avec une présence mondiale que vous pouvez voir à l'écran. Nous sommes présents dans plus de 60 pays et nous avons plus de 130 nationalités différentes. C'est un groupe qui a donc qui existe depuis 60 ans, donc voilà, ça fait quand même un petit moment. En France, l'entreprise Saipem SA existe depuis que Bouygues Offshore en fait a été revendu au groupe italien Saipem en 2002. Et donc Bouygues Offshore est devenu Saipem SA en France en 2002 et donc maintenant est connu sous ce nom-là depuis. Alors, l'engagement donc dans l'entreprise du groupe Saipem en RSE, en responsabilité sociétale de l'entreprise, donc s'appuie sur 4 thématiques, macro-thématiques. Il y a tout d'abord nos engagements environnementaux, et c'est important parce que, comme vous l'avez compris, nous travaillons dans le secteur de l'énergie, donc historiquement dans le secteur du pétrole et du gaz, et puis plus récemment dans l'éolien et dans d'autres technologies de production d'énergie. Le deuxième vecteur donc, de notre engagement, c'est la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Le troisième, c'est l'innovation. Et le quatrième, c'est donc les collaborateurs et la diversité de leur profil. Donc, en termes d'engagement sociétal, nous sommes signataires des objectifs de l'ONU, le Global Compact, le pacte mondial de l'ONU, donc depuis 2015, et notamment sur les aspects qualité de l'éducation et puis égalité des chances, qui font partie des objectifs fixés par l'ONU aux entreprises qui ont rejoint le Global Compact. Et donc, quand on parle d'égalité des chances, on parle bien évidemment d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. On peut passer là directement, donc ça c'est le détail des engagements sociétaux sur les 4 piliers. On va venir directement sur Saipem en France. Voilà. Donc, Saipem en France, c'est la filiale française du groupe italien. Donc, nous sommes 1500 collaborateurs en France sur 2 établissements. Le premier, donc le plus important, c'est celui de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, où il y a 1300 collaborateurs. Et nous avons un plus petit établissement à Pau, donc, sur lequel nous sommes également présents. Donc 1400 collaborateurs et 250 prestataires de services travaillent au sein de cette filiale en France. Voilà donc nos ressources humaines. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une société industrielle et la filiale Saipem SA, elle fait quoi? Elle fait essentiellement de l'ingénierie et du management de projet. Et c'est pour ça que nous avons une population qui est constituée de 90% d'ingénieurs et cadres et de 29% de femmes, avec un âge moyen de 45 ans et une ancienneté moyenne de 17 ans. Nos métiers, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le management de projet, les procédés, la sécurité des installations, les études, également les fonctions support avec les achats, l'approvisionnement, la fabrication, la construction, le QHSE, donc qualité
c'est Quality, Health and Safety Environment, donc c'est qualité, hygiène, santé, sécurité. La gestion des contrats, le contrôle des projets. Donc, c'est vraiment des métiers à forte composante technique. Nous recrutons avec des profils très ciblés et c'est la raison pour laquelle l'alternance, le recours à l'alternance, que ce soit par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la professionnalisation, est pour nous un vecteur clé pour constituer notre vivier de recrutement futur. Dans le cadre de l'engagement sociétal de l'entreprise, on a co-construit notre politique handicap et diversité avec ce qu'on appelle nos parties prenantes. Et bien sûr, l'AGFIP et le réseau Cap Emploi constituent des parties prenantes clés pour l'entreprise. Et c'est avec eux qu'on a co-construit notre politique d'insertion et de diversité, et notamment l'insertion de personnes en situation de handicap. Et en ce qui concerne les jeunes, plus particulièrement, donc les jeunes en situation de handicap, on a élaboré des process de recrutement et d'intégration par la voie des stages et de l'alternance, donc la professionnalisation ou l'apprentissage. Alors, je disais en préparation de cette conférence que les aides qui ont été présentées donc, juste avant n'ont pas été l'élément vraiment décisionnel pour nous lancer dans cette politique d'insertion de jeunes en situation de handicap. Cette approche de responsabilité sociétale, elle vient vraiment du top management de l'entreprise et elle se décline par comment peut-on faire pour insérer des personnes en situation de handicap, qu'elles soient jeunes, aujourd'hui on parle d'alternance, ou moins jeunes. Donc les aides proposées aussi bien par l'État que par l'AGFIP n'ont pas été le critère qui nous a décidé à y aller. Par contre, c'est évident qu'on s'appuie sur les services professionnels de l'AGFIP et des réseaux Cap Emploi pour avancer ensemble et sécuriser les parcours de ces jeunes que nous intégrons par la voie de l'alternance. Et on a même été jusqu'à redesigner, faire de la re-engineering de nos process, aussi bien de sélection, de recrutement et d'intégration de ces jeunes en situation de handicap. Vous imaginez bien que dans une société comme Saipem et la filiale Saipem SA, on a des process RH qui sont assez industriels, assez formatés et assez lourds. Et en fait, ils n'étaient pas adaptés à l'intégration, à la sélection, à l'intégration de jeunes en situation de handicap. Donc, on a dû faire de la re-engineering de ces process et mettre en place une discrimination positive en fait à l'embauche pour ces jeunes et pouvoir les intégrer sur nos métiers. C'est vraiment pour nous le vivier de recrutement de demain, l'alternance. Faut en être conscient, on est sur des métiers très techniques. On a du mal à les trouver par la voie du recrutement normal. Et donc, l'alternance pour nous permet de les former à nos métiers pendant une période d'1 an ou 2 ans et ensuite de les intégrer dans nos équipes une fois qu'ils sont formés. Je ne sais pas si j'ai couvert l'ensemble des questions qui étaient envisagées pour cette conférence. Je pense qu'après, nous pourrons avoir des questions qui viendront en plus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que ce qu'on voit bien, c'est que dans certaines situations, mais effectivement, l'enjeu n'est absolument pas évidemment un enjeu financier, un enjeu de coût du travail. C'est une vraie politique, une vraie ambition, une envie sociétale de l'emploi et de l'entreprise à engager une vraie politique en direction des personnes en situation de handicap et donc notamment de l'incarner, mais pas que par une stratégie en direction des alternants, qui reste quand même une voie privilégiée pour certains recrutements. Et ce que je trouvais très intéressant dans votre témoignage, Emmanuel, c'est que on voit bien que vous avez quand même été obligé, dans un système très structuré, de réadapter votre processus de recrutement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire et que c'est intéressant de vous accompagner. Mais voilà, faut aussi, c'est un type de réalité, au même titre que d'autres employeurs, de petits employeurs ou même d'autres employeurs, vont avoir un enjeu de coût du travail, de besoin de main-d'œuvre et de coût du travail. Et donc là, notamment des plus petites entreprises ou des plus petits employeurs. Et là, les aides incitatives trouveront toute leur place pour faciliter. Donc, c'est un enjeu, on voit bien, qui prend différentes formes. Ce qui me semble intéressant maintenant, c'est après ce petit passage privé, c'est d'avoir une vision un peu plus publique et opérationnelle. Donc, je laisse avec plaisir la parole à Frédéric.
Bonjour à tous les participants. Je tiens d'abord à remercier l'AGFIP et le FIP de permettre à un employeur privé et employeur public de pouvoir témoigner par rapport à nos expériences. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis le chargé de mission handicap de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole. Ça représente à peu près 13 000 agents avec presque un peu plus de 600 agents en situation de handicap, dont le taux de 6% est dépassé dans les deux collectivités et établissements publics. Donc, nous sommes conventionnés avec le FIP depuis 2011. Nous sommes à notre 3e conventionnement depuis janvier 2020, avec le passage de 2 employeurs publics, la mairie et la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole, à 4, avec le Centre communal d'action sociale de Toulouse et le Centre toulousain des maisons de retraite. Donc, comme je le dis souvent, le handicap, c'est un peu la politique des petits pas. Donc, on avance doucement mais sûrement. Et comme le dit une petite phrase de Nicolas Boileau, hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est un peu la politique de tous les jours. Avancer sûrement en tissant des partenariats en interne et en externe. Donc, cette convention a plusieurs axes de travail. Tout d'abord, c'est asseoir la gouvernance transversale et participative. Donc, c'est la mise en place de référents handicap auprès des services opérationnels RH et également co-construire et travailler ensemble avec les personnes en situation de handicap dans des groupes de travail selon les fiches actions de notre convention, que ce soit la formation, le maintien dans l'emploi, l'innovation, la communication ou le recrutement, et en insérant également des organisations syndicales siégeant dans les CHSCT. C'est également poursuivre les efforts en matière de prévention primaire et passer du curatif au préventif pour éviter l'usure professionnelle. C'est intégrer le CCAS et le CPMR dans cette dynamique. C'est également développer l'innovation pour accompagner l'inclusion avec une application collaborative pour les personnes en situation de handicap pour communiquer avec les services RH, mais également avec leurs pairs. Et enfin, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est demeurer des employeurs handi-accueillants. Donc, en ce qui concerne l'alternance, donc on a revu un petit peu nos process en améliorant nos partenariats internes et externes. Alors, tout d'abord, c'est le recensement des besoins de direction par le service de l'apprentissage. Et dans un deuxième temps, c'est la transmission aux partenaires extérieurs, que sont Cap Emploi, l'emploi accompagné, les différentes associations, mais également les CFA et CFAS, ainsi que les universités toulousaines. Donc, ce travail-là a permis en 2020 de dépasser les objectifs qui étaient dans la convention FIP. Donc, nous avions un objectif d'accueil de 7 apprentis et nous en avons accueilli 14. Donc, nous avons en tout 19 apprentis en situation de handicap, ce qui représente 13% du total des apprentis des 2 collectivités. Donc, les niveaux vont du CAP au Bac+3 en passant par le BP, accueillis dans des directions diverses et variées, que ce soit dans des métiers techniques ou administratifs, à l'éducation, la petite enfance, jardin, espace vert, théâtre du Capitole, sécurité civile ou DRH. Donc ensuite, comme vous le disiez dans votre présentation, il y a un dispositif issu de la loi de transformation de la fonction publique qui permet la titularisation des apprentis. Donc en comité de pilotage, ça a été validé par nos élus qu'on commence cette expérimentation en 2022, donc pour les apprentis qui termineront leur apprentissage en 2022. Donc après, comme ce qui a été dit, il faudra que dans l'année, on puisse, entre guillemets, geler des postes vacants pour permettre de pouvoir titulariser ces apprentis.
Bien entendu, qu'ils auront le savoir-être et le savoir-faire nécessaires pour pouvoir être titularisés dans ces postes. Ensuite, ce qui est important de souligner, c'est le rôle du tuteur. Donc, la collectivité a fait le choix de les accompagner et de les former à l'accueil d'une personne en situation de handicap pour permettre la réussite de l'apprenti par rapport à son diplôme. Donc, à ce niveau-là, nous formons tous les tuteurs qui accueillent des apprentis en situation de handicap. Et après, nous nous appuyons également sur les différentes aides du FIP qui ont été présentées, que ce soit pour un accompagnement technique, un accompagnement humain ou éventuellement du transport domicile-travail ou mettre en place une sensibilisation d'équipe parce que là, j'ai l'exemple d'une apprentie qui travaille en direction de l'éducation qui a un handicap un peu particulier et qui est invisible. Donc, ses collègues ne comprennent pas qu'elle puisse prendre plus de temps de pause qu'eux. Donc, il y a besoin de faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'engendre son handicap. Ensuite, nous avons, quand nous sommes passés en comité local FIP, nous avons fait le choix d'y aller avec un maître d'apprentissage qui a expliqué ce qu'étaient un peu devenus les apprentis qu'il avait accueillis, parce que on a fait dans un premier temps le choix de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes ou moins jeunes, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour l'accueil d'apprentis en situation de handicap. Il y a 2-3 ans, on avait même un apprenti de 53 ans, hein, donc vous voyez, il n'y a pas de limite. Donc après, ces jeunes ou moins jeunes vont dans le secteur privé, mais peuvent également postuler sur des postes qui seraient ouverts dans nos collectivités ou établissements publics. Et donc, tout ce travail-là est fait en partenariat en interne et en externe, parce que j'aime beaucoup un proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Écoutez, je crois qu'on arrive au petit temps des questions-réponses. Je vais me permettre, je me suis permis de les regarder. Hein. Merci de les avoir envoyés dans le question-réponse. Donc, je vais en relever un certain nombre et je vais en porter quelques-unes et je vais passer la parole sur quelques autres. Peut-être juste sur un certain nombre de questions auxquelles on a répondu dans le chat et dans le fil d'actualité, mais juste pour vous rappeler de manière un peu macro que ça vient d'être dit, l'âge n'est pas un sujet puisque l'alternance et l'apprentissage notamment étant ouverts quel que soit l'âge. Pour vous rappeler que les aides incitatives qu'on vous a présentées, il faut bien évidemment distinguer les aides versant secteur privé, donc c'est les aides de l'État et les aides de la GFIP, et puis le versant secteur public qui est celle qu'on vous a présentée, notamment le très fort engagement du FIP et HFP en la matière. Et puis, juste 2 points de détail. Oui, il existe un simulateur des aides disponibles, notamment sur le site de l'État. Petit bémol, il n'intègre pas les aides incitatives, en tout cas de la GFIP, parce que ce n'est pas exactement les mêmes bases, donc c'est un peu compliqué, mais vous prenez le simulateur et vous rajoutez ce qu'on vous a présenté au niveau de la GFIP et vous avez la bonne estimation, donc ça vient en complément. Et puis, juste aussi un peu dans le détail, mais c'est toujours bien de le dire, donc les contrats en alternance sont généralement des CDD hein, qui vont de 6, 12, 24 mois, mais on peut aussi conclure un contrat en alternance en CDI. C'est tout à fait possible. Simplement, je vous rassure, votre période d'apprentissage devra s'arrêter un jour pour que vous exerciez votre métier à temps complet. Donc, ça fait partie des choses qui sont aussi possibles, même si on est quand même généralement sur des formats en CDD. Peut-être il y avait une question, Jacques, plus particulière sur la cotisation des entreprises et des collectivités. Oui, alors je crois que ça a été répondu, a été répondu dans la discussion, mais on peut rappeler simplement que les entreprises et les
employeurs publics qui n'atteignent pas le taux de 6% de travailleurs handicapés cotisent effectivement à la GFIP et au FIP respectivement. Et c'est avec cet argent que nous pouvons proposer des aides pour l'insertion des apprentis, en particulier en situation de handicap. Je voulais en profiter pour vous indiquer qu'il y a des sites spécialisés, par exemple le site PA2S, place de l'apprentissage et des stages pour toutes les fonctions publiques. Donc, il faut l'alimenter quand on est employeur public, bien sûr, et ne pas hésiter à aller le consulter si on recherche un contrat d'apprentissage. Également, ça a été indiqué dans la conversation par Daniel Bardou, la campagne de l'État suite à une circulaire, un courrier du Premier ministre. L'État souhaite embaucher 15 000 apprentis sur les campagnes 2021-2022. Donc, les instructions ont été données à toutes les préfectures, à tous les ministères et toutes les directions déconcentrées. Et je peux vous dire, par exemple, que sur la Normandie, la préfecture s'active. Voilà, donc il va y avoir des offres en plus grand nombre au niveau des services de l'État en région, en particulier, bien sûr à Paris aussi. Il y a plusieurs questions qui portent sur les aides, les accès, etc. Donc, rappelez que vous avez d'une part les Cap Emploi dans chaque département qui sont bien positionnés pour répondre aux questions, que l'on soit employeur ou que l'on soit en recherche d'un contrat d'alternance. Bien sûr, il y a aussi les sites de la GFIP et du FIP. Il y a la direction régionale de la GFIP dans chaque région. Voilà, donc les sources d'informations sont nombreuses, mais je crois que le plus simple, c'est d'appeler quelqu'un, effectivement. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'en ai une qui sont tout à fait intéressante pour Emmanuel. On nous a posé la question de savoir quelles étaient les adaptations, vous avez pu et vous faire évoluer votre processus de recrutement, quelles étaient les adaptations principales que vous aviez dû mettre en œuvre? Oui, alors j'ai répondu à la personne dans le chat, mais je donne ma réponse à l'oral. En fait, nous tentons à chaque fois de co-construire le parcours de formation avec le manager, c'est-à-dire qu'on ne publie pas des offres comme ça d'alternance sur les réseaux sociaux. Je reçois des CV et on essaye, s'ils correspondent peu ou prou à nos profils professionnels, on construit le parcours de formation avec le manager. Donc, c'est en ça qu'on a dû s'adapter et adapter nos process de sélection. En fait, on fonctionne à l'inverse, exactement. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse. Si, c'est un process, comme vous l'aviez dit, qui inverse l'habitude de publier des offres répondant à un besoin identifié au sein de l'entreprise. Là, vous avez mis en place quelque chose de très intéressant, qui est de partir des candidatures reçues et ensuite de regarder celles qui peuvent intéresser l'entreprise, bien entendu, et aller ensuite bâtir quasiment le poste en fonction du profil. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est éminemment adapté, je dirais, au profil de personnes en situation de handicap, parce que chaque situation est particulière. On a dans les questions-réponses un certain nombre de personnes qui disent j'ai 43 ans, j'ai 60 ans, j'ai telle situation ou tel handicap. Les réponses pour les aides peuvent exister, et les réponses en termes d'emploi et en termes de poste, il est évident qu'il doit y avoir une adaptation. Donc la GFIP et le FIP proposent beaucoup d'aides pour l'adaptation du poste, l'équipement, le tutorat, etc. Il n'en reste pas moins que l'employeur, qu'il soit privé ou public, doit avoir une attention, une politique visant à accueillir au mieux les personnes avec leurs particularités. Ce qui fait d'une certaine manière en écho à une des questions en disant est-ce qu'il y a une priorité pour l'emploi d'apprentis handicapés?
enfin, il y avait une question en disant, dans le cadre d'une reconversion, alors il n'y a pas de priorité au sens légal du terme, mais ce qu'on voit bien et ce qu'on est en train d'essayer de vous montrer, c'est que, et ce que vous montrez, que ce soit version privée ou publique à travers les deux témoignages, c'est qu'en fait, il y a effectivement des employeurs pour lesquels le handicap, c'est un enjeu sociétal d'avoir une politique active en la matière. Et donc, évidemment, dans cette logique-là, et comme le disait Emmanuel en disant j'inverse le processus et je pars de la personne pour trouver les postes ouverts qui lui correspondent, ça prouve bien que d'une certaine manière, même si on ne peut pas parler de priorité au sens légal du terme, on est bien sur une attention toute particulière qui est celle qu'on appelle de nos voeux dans l'ensemble des partenariats qu'on développe avec les employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Il y a aussi quelques questions qui relèvent de comment, finalement, comment je trouve un contrat. Alors, c'est probablement plus des questions de personnes ou comment je peux trouver ma formation. Alors, évidemment, dans toutes ces situations, vous pouvez faire du do it by yourself et de vous chercher vous-même sur les différents supports, les sites, mais je reste quand même, en tout cas versant personne, je reste absolument persuadé que c'est quand même beaucoup plus simple de s'adresser à un conseiller professionnel, qui soit de Pôle emploi, de Cap emploi, d'une mission locale. Ils ont dans leur mission ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, qui est finalement de vous accompagner vers l'emploi. Et quand ce passage par l'emploi passe par l'acquisition d'une qualification, de vous aider à voir quelle qualification et comment l'obtenir, et donc de vous accompagner aussi dans l'identification du centre de formation, pour ne pas dire, par exemple, du centre de formation des apprentis qui va bien. Donc, évidemment, certaines personnes vont légitimement préférer fonctionner voler de leurs propres ailes, mais il ne faut pas hésiter. C'est vraiment toute la collaboration qu'on développe avec le service public de l'emploi, c'est vraiment pour pouvoir accompagner les parcours individuels. Et c'est évidemment un univers qui est complet, mais qui, de fait, comme il est complet, il est touffu. Et donc, qu'on soit un employeur ou qu'on soit une personne, comme le disait Jacques, il y a différentes ressources. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire appuyer dans ces démarches pour que ce ne soit pas soit facilitant et pas trop complexe. Voilà, c'est le charme de la complétude. Elle porte une complexité. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là pour vous aider dans l'ensemble de vos démarches et vous indiquer ce qui est le plus adapté à votre situation. Voilà, j'en profite pour indiquer que Pôle emploi s'est rapproché des Cap emploi, donc désormais dans toutes les agences Pôle emploi, il y a une possibilité d'une ressource, d'une personne qui saura traiter de la problématique du handicap et de l'emploi via ce rapprochement. Donc après, l'organisation peut être différente d'une agence Pôle emploi à une autre, mais les conseillers en évolution professionnelle, par ailleurs, comme leur nom l'indique, permettent aussi de travailler des reclassements ou des reconversions. Ne pas hésiter à les solliciter. Vous avez dans les discussions, je crois, où tellement ils ont été indiqués les sites internet de la GFIP et du FIP. Voilà, n'hésitez pas à les consulter. Alors, peut-être juste au moment de conclure, puisqu'il est 18 h, juste deux petites choses. Comme le disait Jacques, en complément d'ailleurs de ce que vient de dire Jacques, juste vous dire que, évidemment, les informations sur les aides, les mesures et dispositifs sont bien évidemment disponibles sur nos sites respectifs, mais vous dire également que vous pourrez y retrouver l'ensemble des webinaires qui ont été diffusés sont accessibles en rediffusion. Et puis, il me reste à remercier très chaleureusement mon acolyte Normand du FIPHFP, mais surtout Emmanuel et Frédéric qui ont apporté des témoignages et ça me semble extrêmement précieux. Et puis vous dire que je ne doute pas que on n'a probablement pas répondu à toutes vos questions et vos interrogations. On n'aura sûrement pas cette prétention, mais voilà, on vous a donné quelques clés d'entrée. N'hésitez, que vous soyez une personne, une entreprise, n'hésitez pas à vous appuyer sur nous.
je pense qu'on a vraiment des possibilités de vous aider, que ce soit sur l'appui au recrutement, le recrutement, l'accompagnement dans votre parcours, le choix de votre formation ou éventuellement la compensation de vos besoins, des problématiques de handicap s'il y en a. Donc, n'hésitez pas. Et vraiment, on est tous persuadés autour de cette table que l'alternance est vraiment une voie fondamentale pour accéder à l'emploi. On voit que ça se développe. Et en mot de conclusion, on voit bien que on est en train de passer d'une vision de l'alternance qui était un peu, et notamment de l'apprentissage qui était probablement un peu dégradée, à quelque chose qui est dire, mais finalement, acquérir une compétence tout en travaillant, ça apparaît vraiment comme une bonne solution. Et si en plus je peux le faire en tant qu'employeur, en intégrant des personnes en situation de handicap qui en plus vont avoir le niveau de qualification qui me va bien, je pense que c'est juste exactement ce qu'on cherche tous à faire, qu'on s'appelle l'État, le FIP, la GFIP, les employeurs, les entreprises ou le service public de l'emploi. Donc il me reste vraiment à vous remercier, chers spectateurs, et puis à vous dire à bientôt. Merci à tous et à toutes et bonne continuation. Merci Monsieur Lacaze, merci Madame Charlot-Mansuy. Merci à vous. Merci.